Johann Bernhard Fischer von Erlach est l'architecte emblématique du baroque autrichien. Né à Graz, il est formé à Rome avant de connaître le succès et la consécration à Vienne. Homme d'influence, il sait développer des contacts à travers toute l'Europe. Jouissant de la confiance de la cour, il est aussi professeur et conseiller auprès de la maison impériale et connaît bien le Gotha littéraire et scientifique. Mieux que quiconque, il connaît les attentes et les vanités de son illustre clientèle. Il érige des monuments à la gloire de 3 empereurs. Pour Léopold Ier et son fils Joseph, le palais de Schönbrunn. Pour le prince archevêque de Salzbourg, Johann Ernst von Thun, il fait bâtir 5 églises magnifiques ainsi que le château de Clesheim. Pour son dernier commanditaire impérial, Charles VI, père de Marie-Thérèse d'Autriche, l'architecte conçoit la salle d'apparat de la bibliothèque de la cour, les écuries impériales et l'église Saint-Charles-Borromée. Il connaît une carrière exemplaire, tout en naviguant habilement au cœur des intrigues et des rivalités qui agitent la cour de Vienne. Si le château de Schönbrunn est cher au cœur des Autrichiens, ce joyau du baroque, édifié après le second siège de Vienne, séduit également les visiteurs du monde entier. Souvent au centre de l'histoire européenne, il a accueilli le Congrès de Vienne. Mozart y a joué devant la famille impériale à l'âge de 6 ans et demi. Symbole de la puissance et de l'influence des Habsbourg, il a été leur résidence impériale pendant plus de 200 ans. Doté de plus de 1400 pièces, soit 2 fois plus que Versailles, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. On doit sa réalisation à l'un des artistes les plus doués de sa génération, Johann Bernhard Fischer von Erlach. Voici l'histoire de cet architecte de génie. Johann Bernhard naît en 1656 dans la cité autrichienne de Graz, d'un père sculpteur. Très tôt, Johann Baptist Fischer décèle le potentiel de son fils et l'envoie en voyage d'études à Rome pour qu'il se forme à la sculpture. Au lieu de la vie artistique, la capitale italienne est épargnée à l'époque par la conquête ottomane et par la peste. Son père était un artisan, et en principe, un artisan n'avait pas les moyens d'envoyer son enfant à l'étranger. Au départ, Johann Bernhard était censé reprendre l'entreprise familiale. Mais le père a des amis influents. Il existait aussi des bourses d'études dont on pouvait bénéficier en travaillant. Johann Bernhard Fischer a 15 ans lorsqu'il arrive à Rome. Il entre en contact avec Johann Paul Schor, grand artiste tyrolien avec qui il nourra une amitié paternelle. L'atelier où exercent le maître et ses fils voit passer les plus grands noms du baroque italien. Fischer avait quelques adresses où loger et sur place, on lui a dit qu'il devait s'adresser au Schor, qui aurait peut-être du travail pour lui. Les Schor travaillaient en collaboration avec Gian Lorenzo Bernini. Ils étaient à la tête du plus grand atelier d'art décoratif de Rome, qui était un peu la plaque tournante des artistes renommés. C'est dans cet atelier que Fischer a fait la connaissance de Bernini, une rencontre déterminante pour lui. Rome est alors la capitale culturelle de l'Europe et le siège de la papauté. Elle attire tous ceux qui, en plus de la proximité du Vatican, recherchent une inspiration artistique et un foyer spirituel. Comme la reine Christine, ancienne souveraine de Suède, passionnée par les arts et la science. Éprise de liberté, elle renonce au trône et s'exile à Rome, où elle devient la mécène d'une communauté d'artistes.
À cette époque, à Rome, c'était l'âge d'or de la sculpture. Les artistes s'inspiraient de l'archéologie qui commençait à se développer et surtout de l'Antiquité, à savoir la connaissance du monde et la façon dont on l'abordait. Dans ce domaine, on peut citer Pietro Bollori, un personnage très influent qui a été recteur de l'Académie de Saint-Luc. Il a aussi été conservateur des antiquités de Rome et bibliothécaire de Christine de Suède. L'ancienne reine était une grande mécène, une figure incontournable de la scène artistique et culturelle de Rome. Elle est à l'origine de la création de plusieurs académies pour favoriser les échanges entre érudits. Après son abdication et une série de voyages en Europe, Christine de Suède s'établit définitivement à Rome où elle se convertit au catholicisme. Elle se consacre désormais entièrement aux arts. Elle a transformé sa résidence romaine de Lungara en un centre culturel foisonnant que fréquentaient les plus grands intellectuels de l'époque et bien sûr, les artistes. Parmi eux, il y avait Pietro Bellori et Athanasius Kircher, qui ont éveillé l'intérêt de Fischer pour l'Antiquité. Nous ne savons pas jusqu'à quel point Fischer a fréquenté ce cercle d'artistes. En tout cas, ils ont été une source d'inspiration pour lui. Il s'est imprégné de leur travail et l'a transposé plus tard à sa manière. Pendant 16 ans, Fischer travaille à Rome en tant que médailleur et sculpteur, tout en approfondissant ses connaissances en architecture. Son grand modèle reste Gian Lorenzo Bernini, dit le Bernin. Le Bernin était à la fois scénographe, architecte, peintre et sculpteur. Les différents arts, même s'ils se nourrissaient dans une certaine mesure les uns des autres, conservaient chacun leur autonomie et restaient encore assez cloisonnés. Le Bernin est parvenu à les fusionner en dépassant les frontières. Fischer, qui s'imprègne de l'esprit du Bernin, restera dans l'histoire de l'architecture comme le grand ambassadeur du baroque italien au nord des Alpes. En côtoyant le Bernin, Fischer a pu réfléchir à ce que cela signifierait pour lui si, à côté de la sculpture, il se consacrait aussi à l'architecture. La polyvalence dont fait preuve le Bernin montre à Fischer la voie vers l'architecture. À son arrivée à Rome, ce dernier est censé se perfectionner dans l'art de la sculpture, mais très vite, il réalise que son véritable talent réside dans la conception de grands édifices. D'ailleurs, pourquoi un sculpteur ne pourrait-il pas devenir architecte? D'autant que Fischer doute de pouvoir atteindre un jour le niveau du Bernin en tant que sculpteur. Fischer s'est inspiré d'idées en vogue à Rome, entre autres le conceptisme, un style très sophistiqué issu de la littérature baroque espagnole. Il s'est aussi intéressé, dès ses débuts, à la géométrie. Les plans qu'il a dessinés sont remarquables. Ils associent habilement différentes formes, ovales, carrées et triangulaires. Fischer devait donc avoir de bonnes connaissances en géométrie. Par la suite, il s'associe avec Filippo Shor, le fils de son maître d'atelier romain. Ils séjournent à Naples, où ils travaillent au service du roi. Mais en 1686, Fischer décide de regagner définitivement son pays natal. Même s'il a passé 16 ans à Rome, Fischer aurait toujours joué un rôle secondaire s'il était resté en Italie. En fait, il est arrivé à Vienne au bon moment et il a été l'homme de la situation. Pourquoi? 3 ans avaient passé depuis la victoire sur les Ottomans
Et la monarchie des Habsbourg était en train d'étendre son pouvoir économique, politique et militaire en Europe. L'empereur Léopold Ier voulait rivaliser avec Louis XIV, en cultivant l'autocélébration et en adoptant les attributs d'un monarque absolu. Après le siège de Vienne, il y avait du pain sur la planche, c'est sûr. Il y avait beaucoup de bâtiments à reconstruire et donc les circonstances étaient très favorables aux architectes. Lorsque Fischer arrive à Vienne, il découvre une ville meurtrie. Quelques années après avoir subi le traumatisme de la Grande Peste, Vienne a été assiégée durant 2 mois par les Turcs. L'occupation de la ville et de ses environs par l'imposante armée ottomane a laissé de profondes cicatrices. Tous les faubourgs sont dévastés. Les troupes ottomanes ont entièrement détruit Schönbrunn, le pavillon de chasse impérial qui était la résidence d'été des Habsbourg. Les Viennois conserveront toutefois de l'occupation ottomane le café et les petits gâteaux en forme de croissant. À cette époque, on assiste à l'ouverture du premier café de la ville et à la publication du premier quotidien. La cour reprend ses quartiers dans la capitale libérée, mais Léopold Ier estime que sa ville manque de faste. Il ne faut pas s'imaginer Vienne comme une grande cité, mais comme une petite ville où tout le monde se connaissait. C'est pourquoi Fischer a très vite reçu des commandes. Comment s'est-il retrouvé à travailler ensuite pour la cour? Difficile de le savoir. Léopold Ier a survécu aux épreuves qu'a traversées Vienne. Après avoir été couronné roi de Hongrie, de Bohême et de Croatie, il devient l'empereur du Saint-Empire romain germanique et le restera pendant près de 5 décennies. S'il est contraint par les événements à entrer en guerre plus d'une fois, c'est un monarque avant tout pacifique qui délègue souvent à d'autres la défense de la capitale. Musicien passionné, il compose plus de 200 œuvres qui sont encore jouées aujourd'hui. Léopold Ier était bien sûr un souverain illustre. Il est resté dans l'histoire comme le vainqueur des Turcs et celui qui assumait sa charge d'empereur de la meilleure manière qui soit. C'était un homme pieux, attaché à la foi catholique. Quant à Fischer, il est arrivé à Vienne précédé de sa réputation. En haut lieu, on savait qu'il avait travaillé 16 ans à Rome à l'atelier du Bernin. Autrement dit, on lui a fait confiance avant même qu'il commence à travailler. Parmi la noblesse, les comtes Altan de Bohême font partie de ses premiers commanditaires. L'un d'eux s'enquiert de savoir à la cour si Fischer est bien celui qui a travaillé avec le Bernin à Rome. Il fait alors appel au jeune architecte pour bâtir un palais sur un affluent du Danube. Fischer entre pour la première fois en contact avec la cour, probablement lorsqu'il participe à la construction de la colonne de la Peste, érigée sur l'artère du Graben. Ce monument commémoratif va devenir l'un des emblèmes de Vienne. Fischer a proposé un projet novateur pour l'époque. En fin de compte, la commande a été passée à 2 artistes. Fischer, qui a réalisé le socle, et Bornacini, architecte et scénographe de la cour, qui a imaginé la pyramide de nuages avec les anges et la figure de la Trinité. La colonne de la Peste devient aussi le lieu de rendez-vous des prostituées, comme l'illustre cette gravure. Dans le domaine de l'architecture, il faut désormais compter avec Fischer. À la cour, il évolue habilement parmi les courtisans qui entourent l'empereur. Faisant preuve d'audace, Fischer lui présente un premier projet pour la conception d'un nouveau château à Schönbrunn.
Dès le départ, en arrivant à Vienne, Fischer a choisi une voie très ambitieuse. Sans cela, il n'aurait pas réussi en si peu de temps à gagner la confiance de clients prestigieux comme la Maison impériale. Il a fait preuve d'une grande détermination en cherchant à s'imposer comme architecte. À Rome, Fischer a certainement cultivé une attitude qui était nouvelle pour les artistes de Vienne, l'estime de soi. Il l'a développée en particulier au contact du Bernin et aussi de ses successeurs. Ce qu'il a aussi apporté de nouveau, c'était la perspective, la vue du ciel, qui permettait aux non-initiés d'avoir une meilleure vue d'ensemble des bâtiments qu'avec la représentation habituelle sous forme de plans et d'élévation de façade. Le peintre viennois Stefan Riedel a reproduit le projet initial de Fischer, pour le moins audacieux. Cette œuvre minutieuse donne à voir le château de Schönbrunn tel qu'il pourrait exister aujourd'hui. Le premier projet, grandiose et utopique, s'étendait sur toute la colline de Schönbrunn. Le château était placé au sommet de la colline et en contrebas, de grandes terrasses verdoyantes étaient aménagées. Il y avait aussi des fontaines et une immense cour d'honneur où se déroulait un tournoi, comme on le voit sur certaines gravures. Cette cour était visiblement conçue pour accueillir des festivités. Léopold Ier se montre très intéressé. D'autant que Louis XIV, son grand rival, a ouvert la voie avec la construction du château de Versailles, symbole de son pouvoir et de son prestige. Dans le centre de Paris aussi, des quartiers entiers sont rasés pour créer de somptueux espaces. Mais Versailles surpasse tout. Et lorsque les premiers dessins du château sont diffusés à travers l'Europe, les réactions sont admiratives. La célèbre citation du roi de France « L'État, c'est moi » illustre sa prétention narcissique de toute puissance. Il choisit le soleil comme emblème, renforçant ainsi son image de monarque absolu de droit divin. Il est vrai qu'à Paris, certains quartiers médiévaux avaient été conservés, même si, à un moment donné, pour construire le nouveau quartier de la place Royale, l'actuelle place des Vosges, une partie de la vieille ville avait été démolie afin de bâtir cette place grandiose. C'était un procédé inhabituel. À Vienne, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est une ville caractéristique de l'époque moderne, ou de ce que l'on appelle le baroque dans l'histoire de l'art européen. On peut comparer Vienne à d'autres villes impériales qui se sont aussi développées comme capitales à la même époque. Parmi ces villes, on peut citer notamment Delhi, Ispahan, Istanbul ou encore Mexico. Vienne s'inscrivait pleinement dans ce paysage de capitale et de grands centres impériaux qui ont pris de l'ampleur au début de l'époque moderne. Grâce à ses nombreuses commandes, Fischer acquiert une compréhension globale de l'urbanisme et fait désormais autorité dans le domaine des constructions impériales. Le projet initial pour Schönbrunn, trop vaste et ambitieux, ne verra cependant pas le jour. Mais Fischer se voit bientôt confier une mission d'une autre nature. On le charge d'enseigner l'architecture au jeune Joseph, l'héritier du trône. Fischer l'initiait par exemple à la construction des fortifications. Et surtout, il lui apprenait le dessin, une compétence de base. Il espérait bien sûr que Joseph, une fois devenu empereur, lui confierait la réalisation de grands projets. Fischer explique à son élève que l'on peut comparer les différentes architectures à des styles musicaux.
En Suisse romande, l'architecture s'apparente à un air pour soprano coloratour. En France, à un menuet. Et en Grèce, à un chœur d'hommes en prière. Quant à l'Antiquité romaine, elle évoque une fanfare retentissante. Par la suite, Fischer sera nommé premier architecte de la cour par Léopold Ier. L'héritier du trône disposait d'une bonne connaissance de l'architecture. Une fois empereur, il a apporté des idées très concrètes pour la réalisation du château de Schönbrunn. Fischer se remet au travail pour concevoir les plans définitifs de Schönbrunn, cette fois-ci de manière plus réaliste. L'allure impériale du château est bien sûr conservée. L'entrée, la cour d'honneur et les deux ailes lui confèrent un caractère grandiose et prestigieux. Le château s'étendait sur une plaine et la colline alentour était aménagée en un parc magnifique qui servait aussi de réserve de chasse. Cela correspondait au code de l'époque, d'inclure des espaces qui avaient une utilité propre. Après la mort de Joseph Ier, le château était encore en travaux. Achevé sous le règne de Marie-Thérèse, il est devenu l'emblème de la dynastie des Habsbourg et leur principale résidence d'été. Magnifié par le talent de Fischer, Schönbrunn demeure le symbole de la splendeur et du pouvoir des Habsbourg. Avec ses magnifiques jardins, il forme un ensemble baroque exceptionnel qui accueille chaque année des millions de visiteurs. Le chancelier Stratmann, deuxième homme le plus puissant d'Autriche, fait lui aussi appel à Fischer. Enfin psychologue, celui-ci réalise des bâtiments qui reflètent la personnalité de ses commanditaires, sans jamais éclipser le faste des constructions impériales. Pour le chancelier Stratmann, Fischer a construit 2 palais. Il avait besoin d'un hôtel particulier en ville et, pendant la belle saison, d'une résidence secondaire entourée d'un beau parc dans la banlieue de Vienne. À 35 ans, Fischer épouse une dame de compagnie de la famille Stratmann, Sophia Constantia Morgner, de 15 ans sa cadette. Après la mort prématurée de leurs premiers enfants, leur fils Joseph Emmanuel voit le jour en 1693. Fischer venait d'une famille où 3 ou 4 de ses frères et sœurs étaient décédés. Il a connu le même malheur. Plusieurs de ses enfants sont morts âgés d'à peine quelques mois. En définitive, il a uniquement porté son attention sur son fils Joseph Emmanuel. Je pense que pour un génie comme lui, le travail passait avant tout. À peine Fischer a-t-il fondé une famille qu'une nouvelle mission lui est confiée. L'archevêque Johann Ernst von Thun und Hollenstein lui propose de venir travailler à Salzbourg, la ville de résidence des princes-évêques. Laissant sa femme et son fils nouveau-né à Vienne, Fischer se met alors au service de l'une des plus riches principautés du Saint-Empire. Le prince archevêque de Salzbourg, c'est-à-dire le plus grand prélat du Saint-Empire, était parent avec d'autres dignitaires de la cour de Vienne, ce qui lui a sans doute valu cette fonction prestigieuse. Grâce à ses liens avec la maison de Liechtenstein, il s'est installé à Salzbourg. Arrivé dans la Rome du Nord, Fischer se retrouve face à ce prince archevêque très ambitieux qui envisage la construction d'une série d'églises ainsi que d'un château pour son plaisir personnel. C'était une grande chance pour Fischer. Son commanditaire lui a laissé carte blanche. Fischer n'était pas prêt à travailler pour n'importe qui, loin de là. Le fait que von Thun l'ait choisi et qu'il ait accepté laisse penser qu'il y avait une certaine alchimie entre eux.
L'archevêque savait très bien dans quoi il s'engageait, car Fischer avait une réputation d'homme exigeant. Von Thun a inscrit dans le contrat que Fischer devait se rendre à Salzbourg 3 fois par an, ce à quoi il était réticent. Mais il fallait bien qu'il vienne surveiller l'avancée des travaux. Von Thun s'est montré stratégique en cherchant des terrains bien situés dans la ville. Sans doute pour que cela suscite aussi l'intérêt et l'enthousiasme des pèlerins. L'archevêque imagine un plan d'urbanisme bien précis. Son objectif, canaliser habilement le flot des pèlerins à travers la ville, car ils représentent un potentiel économique essentiel pour Salzbourg. Un pèlerin pouvait se rendre dans toutes les églises conçues par Fischer en suivant un seul circuit. C'est à mon sens un élément extrêmement intéressant. Fischer s'est approprié la ville non pas en faisant démolir des maisons entières, mais en bâtissant des églises à des endroits bien précis pour guider les pèlerins exactement là où ils voulaient aller. C'est un coup de génie, à mon avis, sous-estimé, et aussi unique au monde. Ernst von Thun, surnommé le fondateur, commande à Fischer la construction de 5 églises. Ce dernier conçoit le sanctuaire de Notre-Dame dans le paysage idyllique du massif de l'Ofer. À Salzbourg, il fait bâtir l'église Saint-Jean, l'église des Ursulines, ainsi que l'église de la Sainte Trinité, flanquée d'un séminaire. On lui doit également la collégiale, l'église de l'université, magnifique édifice qui trône au cœur de la ville. Enfin, c'est aux portes de Salzbourg que le château de Klesheim voit le jour. La collégiale illustrait en son temps l'avenir de l'architecture sacrée. Quand on voit comment Fischer a tiré parti des éléments dont il disposait, on peut dire qu'il était à la hauteur de ce qui se faisait à Rome. Les églises qu'il a conçues étaient tout sauf de simples édifices avec des murs droits. Il a imaginé notamment de belles façades incurvées. Et il a mis l'accent sur la décoration de l'autel, comme à la basilique Saint-Pierre de Rome. L'idée des façades incurvées a fait sensation. La collégiale est une église baroque, mais dans ses dimensions, elle s'apparente au gothique. La hauteur sous les voûtes est vertigineuse. Par ailleurs, l'intérieur présente une caractéristique très rare, il est entièrement blanc. L'église a été volontairement laissée telle qu'elle. Sa splendeur ne vient pas de peintures dorées, bleues, rouges ou autres, comme c'est souvent le cas, mais de sa seule architecture. C'est une période foisonnante pour Fischer, mais aussi épuisante. Il fait souvent des allers-retours en bateau et en calèche entre Vienne et Salzbourg, tandis que l'archevêque von Thun le sollicite pour d'autres projets, notamment l'école d'équitation et les jardins du château Mirabel. Fischer lui rappelle qu'il a 14 chantiers en cours et qu'il est débordé, au point de ne pas pouvoir souvent assister à la messe. Mais l'archevêque insiste. Von Thun souhaitait qu'après sa mort, sa dépouille soit répartie entre différentes églises. Selon sa volonté, son cerveau repose dans la collégiale et ses viscères dans l'église Saint-Jean. Et comme la formation des prêtres et le séminaire lui tenaient à cœur, il a voulu que son cœur repose en l'église de la Trinité. Le reste de sa dépouille est inhumé dans la cathédrale. C'était une manière d'imprimer sa marque pour l'éternité à travers toute la ville. Et cela illustre bien l'importance cruciale qu'il attachait à l'édification de ces églises, un projet auquel il a consacré presque toute sa vie. Le successeur de von Thun, l'archevêque Franz Anton von Harrach, renonce quant à lui au service de Fischer.
Ce dernier aura embelli Salzbourg et ses environs avec sa série d'églises baroques, le château de Clesheim et les jardins du château Mirabel. Fischer rentre définitivement à Vienne. En reconnaissance de l'ensemble de son œuvre, il est anobli en 1696 sous le nom de Fischer von Erlach. L'année 1705 voit le décès de son premier grand commanditaire, Léopold Ier. Six ans seulement après la mort de son père, l'empereur Joseph Ier meurt à son tour à 33 ans. C'est une épidémie de petite vérole qui emporte l'ancien élève préféré de Fischer. À la demande de la mère de Joseph, l'architecte imagine un monument funéraire inédit. Fischer a fait preuve d'innovation en associant les formes antiques aux formes les plus récentes de l'architecture de son temps, pour créer des structures jamais vues auparavant. Il s'agissait de sortes de baldaquins de plus de 20 mètres de haut, en bois, en papier mâché, peints en couleurs, dorés et ornés de tissus. Ils ont été démolis au bout de quelques jours. Mais on en a fait des dessins et des gravures qui ont été publiés, ce qui a permis de les conserver à travers les siècles. Fischer von Erlach aura survécu à 2 empereurs, Léopold et Joseph, ainsi qu'à l'archevêque de Salzbourg. Tous ont contribué à sa réussite. Le successeur à la tête de l'Empire est le frère cadet de Joseph, Charles. Il était jusque-là roi d'Espagne et avait remporté des succès militaires. On le fait venir à Vienne. C'est dans le cadre de la succession d'Espagne que Charles a été envoyé en 1703 par son père Léopold pour régner sur ce pays. En 1711, Charles succède à son frère sur le trône du Saint-Empire sous le nom de Charles VI. En février 1712, il fait son entrée triomphale à Vienne, au son de la nouvelle cloche de la cathédrale Saint-Étienne qui sonne pour la première fois. La Pommerine, comme on la surnomme, est la plus grande et la plus lourde d'Autriche. Charles n'a pas encore de descendants. En ces temps d'épidémies et de guerres, c'est un risque pour la dynastie. 1 an après son arrivée à Vienne, il modifie la loi de succession en édictant la pragmatique sanction. Désormais, en l'absence d'héritier mâle, une fille pourra hériter du pouvoir et régner sur l'empire des Habsbourg. Sa fille aînée, Marie-Thérèse, naît en 1717. Conformément à la nouvelle loi, elle deviendra l'impératrice du Saint-Empire. Quant à Fischer von Erlach, il demeure le premier architecte de la cour. Il faut faire une distinction nette entre lui et ses concurrents. À la cour, c'était lui le maître d'œuvre en chef. Il n'avait pas forcément le plus de réalisations à son actif, mais il chapeautait l'ensemble de la construction des bâtiments impériaux. Il était responsable aussi de la représentation de l'Empire et cela s'inscrivait dans une hiérarchie où il avait son mot à dire à chaque niveau. Ce qui n'était pas le cas de ses confrères. En somme, Fischer a eu droit aux honneurs et son rival, Hildebrandt, a décroché les grands contrats. Né en Italie en 1668, Johann Lucas von Hildebrandt devient, comme Fischer avant lui, le maître d'œuvre de la noblesse. À Salzbourg, il est l'architecte attitré du nouvel archevêque et à Vienne, le confident du prince Eugène de Savoie. Fischer von Erlach a dû faire face très tôt à la concurrence. Par exemple, pour le palais d'hiver qu'il avait conçu pour le prince Eugène. Alors que les travaux n'étaient pas encore terminés, le prince n'a plus voulu travailler avec Fischer et s'est alors tourné vers Hildebrandt. Celui-ci s'est sans doute montré plus souple en ce qui concernait la maîtrise d'œuvre. Et par ailleurs, il utilisait un langage architectural peut-être un peu plus plaisant aux yeux du prince.
Pour le prince Eugène, Hildebrandt réalise aussi le palais du Belvédère, situé non loin du palais Schwarzenberg, une autre de ses œuvres. La relation entre les deux architectes a toujours été tendue. On peut citer la réaction du prince de Schwarzenberg, par exemple, qui était en conflit avec son architecte. Le prince a écrit à ce dernier pour lui demander de faire preuve de retenue et de ne pas devenir comme ce Fischer von Erlach, dont on disait qu'il n'avait pas toute sa tête et qu'il était un peu fou. Je pense que c'était symptomatique de la situation. Celui qui s'engageait ou voulait s'engager avec Fischer devait savoir que ça n'allait pas être simple. À cette époque, le baroque autrichien connaît un âge d'or et les commandes se multiplient. Les deux architectes se croisent régulièrement. Il arrive même qu'ils travaillent sur un même projet. Lorsque la bibliothèque de la cour est transférée dans le bâtiment de la Hofburg, Fischer von Erlach conçoit un cadre somptueux, la célèbre salle d'apparat qui devient la plus grande bibliothèque baroque d'Europe. Il réalise aussi les plans de l'école d'équitation espagnole, ainsi que des écuries de la cour, destinées à accueillir 600 chevaux et 250 carrosses. Fischer von Erlach envisage de plus en plus de perpétuer son héritage architectural. Lorsque le philosophe et savant allemand Gottfried Wilhelm Leibniz arrive à Vienne avec le projet de fonder plusieurs académies, il rencontre Fischer von Erlach et son fils Joseph Emmanuel. Ouverts sur le monde, les trois hommes ont en commun une culture pluridisciplinaire. Joseph Emmanuel, d'un tempérament énergique, est un architecte prometteur et intéressé par la technique. Quand on observe la relation de Fischer avec son fils Joseph Emmanuel, il faut se rappeler que le père a gravi les échelons de l'échelle sociale de façon classique. Et cette ascension sociale, il a essayé de la transmettre à son fils Joseph Emmanuel. Il l'a soutenu, encouragé et a tenu à l'envoyer à Paris. Au début du XVIIIe siècle, ce qui n'était pas le cas dans sa propre jeunesse. C'est à Paris que tout se passait, et c'est là qu'il fallait aller. Leibniz encourage lui aussi le jeune Fischer à découvrir l'Europe, notamment la France et son architecture, ainsi que l'Angleterre et ses nouvelles machines qui produisent de l'énergie avec de la vapeur. Doté d'une bourse impériale et d'argent de poche, Joseph Emmanuel va partir pour un grand voyage d'études. Son père était l'architecte de la cour. Joseph Emmanuel avait donc toutes les cartes en main pour développer son réseau. Il n'est pas arrivé comme simple apprenti. Dès le début de sa carrière, il a visé haut et noué de bons contacts avec les personnes les plus influentes. En 1713, Joseph Emmanuel quitte Vienne. Pendant près de 10 ans, il va voyager en Italie, en Angleterre, dans les principautés allemandes et bien sûr en France. Joseph Emmanuel s'est donc rendu à Paris, où il découvre l'architecture la plus récente. Les conditions étaient réunies pour qu'un jour, il succède à son père, et comme on le verra par la suite, pour qu'il reprenne ses chantiers en cours. Après le départ du jeune Fischer, Vienne est frappée par une nouvelle épidémie de peste qui sera la dernière. Quelle leçon l'empereur a-t-il tiré de la précédente ? La réaction de Charles VI face à l'épidémie de 1713 a été très différente de celle de Léopold Ier. Il n'a pas pris la fuite. Il est resté à Vienne et a cloisonné la ville. L'accès et la liberté de circulation ont été limités. On a isolé les malades ou on les a placés dans des hôpitaux spécialisés. Il y a donc eu moins de victimes. Pour Fischer von Erlach et le monde de l'architecture, cette épidémie a toutefois une conséquence positive. C'est à la suite de ce fléau que l'architecte conçoit l'un de ses plus beaux édifices viennois, l'église Saint-Charles-Borromée.
Charles VI avait juré, si l'épidémie s'arrêtait bientôt, de faire construire une église votive en l'honneur de saint Charles Borromée, qui était son saint patron. C'était pertinent car de son vivant, ce cardinal milanais s'était beaucoup investi pour soigner les malades lors d'une épidémie de peste à Milan à la fin du XVIe siècle. Après sa mort, il avait été canonisé et vénéré pour ses actions charitables. En somme, tous les éléments coïncidaient pour que cet édifice sacré voie le jour. L'argent nécessaire à la construction de l'église ne provient pas de la fortune personnelle de l'empereur. Il organise une campagne de financement à travers l'Empire pour recueillir la participation de tous les États des Habsbourg. De ce fait, il n'est pas habilité à passer lui-même la commande du chantier. Il a alors l'idée de lancer un concours d'architecture, le tout premier de l'histoire. 3 architectes de renom ont été choisis. D'une part, un Italien, d'autre part, Hildebrandt, excellent dans son domaine, et enfin, Fischer von Erlach. Bien sûr, son projet était le plus spectaculaire, avec son magnifique dôme ovale et sa façade composée d'un savant mélange de plusieurs styles. Le 5 décembre 1715, l'empereur fait part de sa décision. Fischer von Erlach remporte haut la main le concours face à tous ses concurrents. C'est un bâtiment composé de différentes parties géométriques, qui est beau à voir de tous les côtés, même de l'arrière. À l'origine, il s'élevait sur un vaste terrain, une prairie, et on le voyait depuis le château de Schönbrunn. En fait, on aurait dit une sculpture monumentale. Mais bien sûr, c'était avant tout un lieu destiné aux fêtes religieuses et aux cérémonies impériales. L'empereur veut que l'église soit érigée tout près des fortifications qui protègent Vienne. En 1714 ou 1715, l'empereur a d'abord tracé lui-même une forme ovale sur le plan de la ville, parce qu'il n'y avait pas de place dans le premier arrondissement pour construire une église monumentale. Il se trouve que les religieux des ordres hospitaliers avaient besoin d'eau. Et si on regarde des villes comme Prague, on voit que les hôpitaux étaient situés près des rivières. Alors cet endroit convenait très bien, sur une petite colline proche de la rivière appelée la Vienne. La construction de l'église durera 20 ans. Après le décès de Fischer von Erlach, son fils reprend le chantier en suivant les plans conçus par son père. En 1733, 10 ans après la mort du grand architecte, l'église est solennellement confiée à la garde des croisiers de l'Étoile rouge, un ordre religieux originaire de Prague. La coupole rappelle un peu celle des basiliques Saint-Pierre et Sainte-Sophie. Sur la façade, à chaque extrémité, les tours des clochers sont en forme d'arc de triomphe, en version baroque. Au centre, la coupole encadrée par 2 hautes colonnes domine l'ensemble. Le portique de la façade ressemble à un temple romain avec ses 6 colonnes, qui font sans doute référence au temple de Jupiter à Rome. Il se trouve que Charles Borromée n'aimait pas les églises à coupole. À l'époque, au XVIe siècle, il a écrit aux membres du clergé que cela avait une connotation païenne. Il voulait un plan classique en forme de croix. Heureusement, à l'époque baroque, il y a eu cette mode de la coupole. C'est une forme imposante et charmante à la fois. Quand on est à l'intérieur, c'est un peu comme si elle nous prenait dans ses bras pour qu'on s'y sente bien. Tous les États de l'Empire participent au financement de la construction et un impôt ecclésiastique est instauré en complément.
Au fil de l'avancée du chantier, les styles des deux architectes, père et fils, se confondent. Si j'étais historien de l'art et si quelqu'un me demandait ce qu'a réalisé le père et ce qu'a réalisé le fils, je serais bien en peine de répondre. On suppose que le maître-autel est l'œuvre du père. Et le fils a certainement apporté les éléments colorés pour donner une touche plus moderne que dans l'église de la Collégiale où tout était blanc, ce qui était peut-être déjà un peu démodé. On allait ainsi peu à peu vers le baroque tardif. Le fils a décidé de mettre du marbre, des dorures et des fresques un peu partout, en s'inspirant de l'élégance à la française. Cela donne une église somptueuse, mais pas surchargée. La symbiose entre les deux architectes est sans égale. Dans la salle d'apparat de la bibliothèque de la cour, sur les façades de la Hofburg, ici et là, leurs styles s'accordent pour devenir indissociables. Dans ces dernières années, Fischer von Erlach se consacre à la rédaction d'un ouvrage magistral pour consigner l'ensemble de ses connaissances. Il n'y a pas grand-chose à ajouter sur les nombreuses facettes de Fischer von Erlach, excepté son grand traité sur l'architecture historique. Ce recueil est extraordinaire à tout point de vue et n'a jamais été surpassé. D'une certaine façon, c'est le plus grand livre d'architecture de tous les temps. Il s'intitule « Esquisse d'une architecture historique ». Fischer emploie le mot « esquisse » comme pour dire que l'ouvrage n'est pas achevé, comme si c'était une proposition faite au lecteur. En soi, c'est déjà une performance d'avoir réuni tous ces documents pour présenter un panorama aussi vaste. Il a rassemblé en un seul ouvrage de nouvelles connaissances en matière de langage visuel. Il s'est appuyé sur des représentations de l'Antiquité qui existaient déjà en Europe, en Égypte et à Rome, sous forme de gravures. Et pour ce qui est des peuples étrangers, parmi lesquels il inclut les Arabes, les Turcs et les Perses, ainsi qu'un certain nombre de peuples d'Asie orientale, il s'est basé entièrement sur des récits de voyage. Pour son ouvrage, Fischer von Erlach réalise les illustrations entièrement à la main. Il les crée lui-même, trait par trait, ou les reproduit d'après des originaux. Même s'il est conscient que son œuvre architecturale lui survivra, il entend passer à la postérité aussi grâce à ce livre. C'est l'illustration du langage architectural de l'époque qui correspondait à l'ère du temps. Ce style grandiose a donné de très larges avenues bordées de grands bâtiments et de vastes espaces publics qui offraient beaucoup de place pour la grandeur et les processions impériales. Le livre s'inscrit pleinement dans une conception impériale de la réalité. Il n'y a qu'à voir la manière dont Fischer a utilisé l'Antiquité romaine. Tout se rapportait toujours à l'empereur. Et on voit bien aussi que dans ses propres réalisations, il aimait s'inspirer de bâtiments existants ou reconstruits qui étaient toujours associés à la Rome impériale. Ce livre reflète donc une longue tradition historique. Das ist sozusagen ein Toleranzmanifest
C'est en quelque sorte un manifeste de tolérance de tout premier ordre. Personne ne peut prétendre avoir la science infuse. Et il faut reconnaître que toutes les réalisations architecturales se valent. Tout ce qu'ont bâti les hommes a une valeur égale. Et cette égalité signifie qu'il faut accepter toutes les formes d'architecture. Cela peut d'ailleurs être une source d'inspiration pour de nouveaux projets de construction. Et c'est une reconnaissance qu'aucun architecte avant lui n'avait mise en lumière. Johann Fischer von Erlach assiste encore avec fierté à la publication de la première édition de son ouvrage en 1721. 2 ans plus tard, il décède à Vienne à l'âge de 67 ans. Son fils achèvera son travail en finissant d'écrire le grand chapitre du baroque autrichien.